Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 26. Moins il y en aura, mieux ce sera. Et on commence par une petite surprise princière pour Pâques. En ces temps difficiles et troublés, nous voulions simplement vous souhaiter, au nom de notre famille et de nous-mêmes, de très joyeuses Pâques. Voici un petit rappel. Restez chez vous pour protéger le monde et surtout merci aux policiers, aux pompiers, aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux, aux éboueurs et aux facteurs. Gros bisous à vous. C'est rassurant de savoir que l'on peut toujours compter sur elle et sur ses bénévoles, surtout en période de crise. La Croix-Rouge monégasque est à pied d'œuvre pour livrer des repas, des courses, des médicaments ou encore pour nous assister par téléphone. Nous serons en duplex avec son secrétaire général Frédéric Platini. Et puis, comme chaque dimanche, nous reviendrons sur les moments forts de cette nouvelle semaine de confinement avec nos interviews de la princesse Stéphanie, du skipper de Malizia 2, du ministre d'État Serge Autel sur le sauvetage de l'économie, de Marie-Pierre Gramalia sur les chantiers, du directeur des services judiciaires Robert Gély sur la suspension des délais, de Salim Zegdar dont les activités touristiques et événementielles sont au point mort, et enfin de la directrice du CHPG, Benoît de Sévelinge. Mais tout de suite, le point info avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony. Pour débuter ce point information, je vous propose de revenir sur certaines mesures évoquées cette semaine. Et tout d'abord, cette annonce de vendredi du gouvernement, le confinement a été prolongé jusqu'au 3 mai inclus. En ce week-end pascal et début de vacances scolaires, les contrôles de police ont également été renforcés sur le territoire et aux frontières de la principauté. Et autre point annoncé cette semaine, le nouveau dispositif de soutien aux petites sociétés d'un montant de 1 800 €. Je vous rappelle que pour toute question sur la situation actuelle, vous pouvez consulter le site internet mis en place par le gouvernement covid19.mc. Coup de projecteur à présent sur cette initiative du pilote monégasque Charles Leclerc. Alors que le championnat officiel de Formule 1 est actuellement interrompu, 6 pilotes de F1 ont décidé de participer à une nouvelle série e-sport, Race for the World, pour aider le Fonds de solidarité Covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé. Une première soirée de course s'est déroulée samedi soir en direct sur le Twitch du pilote Ferrari. Les pilotes de F1 Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicolas Latifi ont pris le volant face au Monégasque et à son frère Arthur Leclerc. Le reste de la grille était composé de pilotes de F2, F3, Formule E et Super Formula, ainsi que du gardien de but international belge Thibaut Courtois. L'objectif est d'atteindre après les 3 événements la somme de 100 000 $. Prochain rendez-vous le mardi 14 et le vendredi 17 avril à 19 h sur Twitch. Et vous pouvez à tout moment faire des dons sur le site de cagnotte solidaire tiltifi.com. Et un dernier point d'information pour parler d'une autre action qui n'est pas liée cette fois à la crise sanitaire actuelle. Beyond Plastic Med lance un appel à projets pour réduire la pollution plastique dans les îles de Méditerranée. Des projets sur 2 ans qui débuteront au mois d'octobre 2020. Les entités ont jusqu'au 21 juin pour candidater sur le site beyondplasticmed.org. Merci Alexandra. Nous retrouvons à présent le secrétaire général de la Croix-Rouge, bien entendu en première ligne dans cette crise sanitaire et peut-être cette crise sociale qui s'annonce. Bonsoir Frédéric Platini. Bonsoir. Avec vous, nous allons donc revenir sur les différents domaines d'intervention de la Croix-Rouge dans le cadre de cette crise du Covid-19. On sait, la Croix-Rouge, ça repose essentiellement sur des bénévoles, des gens qui participent à une belle action. Vos moyens humains aujourd'hui, sont-ils suffisants ? Ils sont suffisants et on peut répondre à un accroissement si nécessaire. Aujourd'hui, on avait 600 bénévoles avant la crise, on risque d'en avoir 700 après la crise, ce qui veut dire qu'on a mobilisé de nouvelles volontés, et ça c'est très positif, et pas mal de jeunes qui se rapprochent de la Croix-Rouge, ce qui est encore plus positif. Et aujourd'hui, sur ces 600 bénévoles, on utilise une 50aine de personnes. Ça veut dire qu'on a vraiment une réserve pour faire face.
Ah d'accord, donc en fait, vous avez même 12 fois trop en fait. C'est pas suffisant, vous êtes en surcapacité. Je suis en surcapacité parce qu'une bonne partie des activités qui mobilisaient mes bénévoles ont été arrêtées. Les manifestations, les matchs de foot, les concerts, le théâtre, et là-dessus, j'avais mes bénévoles qui étaient mobilisés. J'avais aussi des bénévoles mobilisés à l'hôpital, j'avais des bénévoles mobilisés dans les maisons de retraite, donc j'ai une grande capacité à réagir et surtout un bel esprit des bénévoles qui sont sur le terrain tous les jours et vraiment on est très fiers d'eux. J'ai eu le souverain au téléphone qui est très fier et qui appuie la Croix-Rouge dans ces moments compliqués. Donc merci à eux de ma part aussi. Il n'y a pas de profil type du bénévole, ou s'ils ont quand même tous un point commun? Ils ont un point commun, je dirais, c'est on a peu de cadres et on a plus, je dirais, de catégories socio-professionnelles moyennes. Donc on a beaucoup d'ouvriers, on a beaucoup de gens modestes qui donnent de leur temps. Oui. Quel est leur rôle aujourd'hui? Donc sur la cinquantaine, si j'ai bien retenu votre chiffre, sur la cinquantaine de bénévoles qui sont à l'œuvre ces jours-ci, que font-ils? Alors il faut aussi dire qu'on a une cinquantaine de salariés à la Croix-Rouge en plus des bénévoles et qu'en plus de cette cinquantaine de bénévoles, j'ai une vingtaine ou une trentaine de salariés qui sont mobilisés sur la crise aujourd'hui. Alors on peut regarder un peu au niveau des pôles qui sont aujourd'hui nos pôles de compétences. Déjà dire qu'on travaille la main dans la main avec l'État, parce que en fait on est auxiliaire des pouvoirs publics, donc on travaille sur ceux où l'État estime qu'on peut être compétent. Un des premiers pôles, c'est le pôle logistique, très clairement. Sur la partie livraison de repas, on est parti avec la mairie, on travaille là aussi avec la mairie, et de manière très, très positive. Merci au personnel communal aussi. On travaille sur la distribution de repas. Alors sur la distribution de repas, on est parti doucement, on avait une centaine de repas, aujourd'hui on est à peu près à 500 par jour. Et aujourd'hui, on vient de livrer 450 repas. Quand vous dites « on avait », c'est avant la crise ou au début de la crise? C'était le personnel qui était pris en charge par la mairie. La mairie faisait de la distribution de repas avant la crise. Ils avaient 70 à 100 bénéficiaires. Aujourd'hui, on est sur une cohorte d'à peu près 500 personnes qu'on ravitaille tous les jours. Ce qui veut dire, parce que j'ai des petits chiffres devant moi, on a distribué 6000 repas en quelques semaines. Et ça monte. Ça, c'est clairement une activité qui monte en puissance. En plus de ça, en plus de la distribution de repas, on a distribution de courses. Là, il n'y a que Croix-Rouge qui s'en occupe. Et on a aussi distribution médicale, ça veut dire de médicaments. Et ça, c'est en train aussi de monter en puissance. Les personnes que vous assistez, ce sont des personnes âgées, des personnes vulnérables, ce sont des personnes confinées. À qui venez-vous en aide? Je crois que vous avez tout dit. Donc, personnes âgées je dirais en priorité, et personnes après confinées, voire positives, ou en tout cas confinées chez elles, oui. Vous faites des choses différentes de ce que vous faites d'habitude. Donc là, vous parlez des repas, vous parlez des courses, du médical. Vous faites autre chose? On fait aussi du dog walker. On sort les animaux de compagnie des personnes âgées. C'est nouveau. Ça, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, mais on le fait. Mais ça rend service. Je veux dire, l'important, c'est de remettre de l'humain au centre du système. Donc, si vous remettez de l'humain, vous pouvez sortir gagnant de cette crise. Et sortir un animal de compagnie pour une personne âgée, c'est mettre de l'humain au centre de la crise. Quand vous mettez de l'humain avec des chiens. Concernant votre autre mission, ce sont les centres d'appel, évidemment. Et là, vous avez un rôle de quoi? D'assistance administrative? Alors, là encore, auxiliaire des pouvoirs publics, le call center, le centre de suivi médical, c'est quelque chose qui est du ressort du département des affaires sociales santé, avec les médecins et le reste. Mais nous, on est en soutien sur les appels. Donc, on a nos bénévoles qui répondent aux appels et qui après peuvent orienter, quand ça devient médical, sur du personnel médical. On n'est pas personnel médical à la Croix-Rouge, donc on oriente les appels. Aujourd'hui, on voit sur ce point d'entrée unique, on voit une diminution des appels parce que les gens ont compris finalement les règles du jeu, donc ça c'est très bien. Sur le centre de suivi à domicile, là il y a un suivi important parce qu'il y a une cohorte à suivre. Et il y a une nouvelle cellule qui a été ouverte, mais toujours avec le même numéro. On a aujourd'hui une cellule d'écoute psychologique où les gens, quand ils ressentent une détresse psychique, peuvent appeler et ils tombent en premier sur des bénévoles Croix-Rouge et après sur des psychologues si nécessaire.
Et cette cellule d'écoute, elle est anonyme. Ça veut dire que vous ne donnez pas votre nom, vous donnez rien quand vous appelez, quand vous êtes basculé dessus, histoire de garder l'anonymité vraiment des personnes. Le numéro, vous le connaissez, vous le diffusez en permanence, c'est le 92 05 55 00. Est-ce qu'il y a une évolution des questions? Donc vous le disiez, finalement, les messages clés maintenant sont passés auprès de la population. Restez chez vous, ils connaissent maintenant tout le monde à peu près, même si ce n'est pas toujours respecté, connaît les règles du confinement. Donc là, vous êtes en train de dire qu'on est plus sur une écoute psychologique quand les gens découvrent ou réalisent qu'il va falloir rester confiné jusqu'au 3 mai inclus. Est-ce que ça provoque des angoisses? Est-ce qu'il y a une assistance particulière, un accompagnement à faire? Alors, on va voir déjà les effets de l'annonce du gouvernement d'hier. Aujourd'hui, on regardera un peu si au niveau du call center, il y a plus d'appels que les jours précédents. Mais au début, il faut bien comprendre que les gens appelaient en disant « je reviens d'Italie, je reviens de Chine, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois faire ?» Cette étape-là, elle est aujourd'hui bien passée. À partir du moment où vous ne changez pas les règles du jeu, je dirais que les appels pour des questions administratives, on continue à en avoir, mais ça diminue naturellement. Vous avez toujours les cas particuliers, mais ça diminue. Par contre, vous avez toujours les appels d'ordre médicaux, et après, vous avez de plus en plus des personnes qui sont en détresse mentale, détresse psychique. Et donc, cette cellule, je pense qu'elle va monter en puissance. La Croix-Rouge, Frédéric Platini, vous avez également un rôle d'accompagnement social. Là, on est en plein dans la crise sanitaire, mais évidemment, il va y avoir un fort impact économique. On risque de subir une crise économique, surtout à la sortie. Dans quelle mesure votre action va être indispensable ? Alors, on avait déjà une cohorte de gens suivis. Je dirais qu'on travaille sur Monaco et communes limitrophes. On a un peu un rôle de tampon, je dirais, entre Monaco et les communes limitrophes. Sur Monaco, on a une cohorte qui est suivie, mais qui est une cohorte relativement faible parce que les services sociaux monégasques sont très développés. Sur les communes limitrophes, on avait déjà beaucoup de travail. On a à peu près entre 700 et 1000 bénéficiaires de notre service social. La première décision qu'on a prise au niveau de la Croix-Rouge, c'est de laisser le service social ouvert dans cette période de crise. Donc aujourd'hui, notre service social est ouvert, visitable, et donc nos bénéficiaires continuent à recevoir notre aide. Dans quelle aide? Ces bénéficiaires, ils bénéficient de quel type d'aide? C'est très clair. Un service social, c'est pour pallier, je dirais, à des dépenses auxquelles les gens peuvent plus faire face. On a des problèmes de loyer, on a des problèmes de courses, on a des problèmes d'électricité, on a tous les types de problèmes, on a un problème de déménagement, on a un problème de décès même qu'on n'arrive pas à régler. Donc ça, la Croix-Rouge a toujours été dans cet accompagnement social et c'est un peu la vocation, je dirais, de toute Croix-Rouge. Ce qu'on peut anticiper clairement, c'est demain on sera focalisé sur la partie économique. Demain on sera vraiment focalisé là-dessus. Et si vous avez déjà une cohorte de 700 000 personnes que vous suivez, qu'est-ce que ça va être le demain pour ces gens-là déjà et pour la cohorte additionnelle qui va se rajouter? Et financièrement, vous aurez les moyens de faire face. Qu'en est-il du côté de la Croix-Rouge? Parce que vous vivez à la fois de financement public et de dons. Alors, subvention publique, c'est la priorité pour nous parce qu'on est subventionné pour nos salaires, mais nos actions, on doit les récupérer par rapport à nos dons et par rapport aux organisations, enfin aux événements qu'on organise. Je pense au gala, je pense à la braderie et autres. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de tsunami, je dirais que nos donateurs nous accompagnent, les entreprises monégasques nous accompagnent. On est en train de nouer des partenariats vraiment magnifiques. Et on attire aussi des bailleurs internationaux. Ça, c'est nouveau pour la Croix-Rouge monégasque, en tout cas. On a des fondations internationales qui se sont rapprochées de nous et qui ont commencé à nous délivrer du cash. En l'occurrence, le bal de la Croix-Rouge a été annulé. C'est un événement qui est à risque mais on doit réfléchir en interne comment communiquer, est-ce qu'on va décaler. Donc pour l'instant, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Sur maintenant les dons, je voudrais remercier déjà ceux qui les font. Et je voudrais surtout encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait à continuer à le faire parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on arrive à équilibrer à peu près les dépenses et les recettes que les lendemains, une fois que la crise sera passée, je pense qu'on sera moins sur les radars et ce sera plus compliqué de récupérer les dons. Aussi bien, je dirais, pour la Croix-Rouge monégasque que pour le CHPG. Merci beaucoup Frédéric Platini, secrétaire général de la Croix-Rouge, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission Monaco face au Covid-19. Et bravo à la fois à votre personnel mobilisé et à tous vos volontaires. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec vous, Alexandra.
Yann Anthony, le confinement peut être un moment propice à la réflexion, l'introspection. Certains parlent même de questionnement de soi. Les rencontres philosophiques dont le cycle de conférences a dû être déprogrammé pour le moment en raison de la crise ont donc eu l'idée de proposer sur les réseaux sociaux et le site philomonaco.com des conférences, des sélections d'œuvres philosophiques, des podcasts audio ou encore les antivirus philosophiques, une série d'entretiens présentés par Joseph Cohen, de quoi répondre aux différentes interrogations sur la gestion intime de cette crise. Et pour les plus jeunes, je me tourne plutôt du côté du musée océanographique qui a tout prévu pour les occuper pendant ces vacances scolaires. Sur leur site internet, ils ont créé le coin des enfants. Vous pourrez facilement télécharger un cahier de coloriage, des fiches pédagogiques. Ce coin est alimenté toutes les semaines, de quoi occuper les enfants, les sensibilisant à la cause marine. Merci Alexandra. Des chefs d'entreprise, des responsables du gouvernement, des sportifs, des volontaires et même une princesse sont intervenus cette semaine dans votre émission qui vous accompagne chaque soir sur Monaco Info tout le temps de cette crise. Avec la princesse Stéphanie, nous avons souhaité marquer le 15e anniversaire de la disparition du prince Régnier, le prince bâtisseur. C'était une très forte personnalité et en même temps une personnalité très attachante. Oui, avant tout, c'est mon papa, mais c'est sûr que c'est un grand homme et il nous a légué, il nous a laissé tout ce qu'on a ici aujourd'hui, la qualité de vie qu'on a ici à Monaco. Il s'est battu pour que nous en profitions et les générations futures. Et je crois que c'était un grand monsieur de ce siècle et voilà, il mérite tout notre respect et le respect de chacun. Et moi, je l'aime, voilà. C'est mon papa. Il est toujours là, d'ailleurs, je pense, avec nous. Le prince Régnier avait su construire Monaco, renforcer la place de Monaco à travers les crises 62, 66, donc les crises institutionnelles, les crises politiques, les crises économiques. C'était un homme de tempête aussi? Ah oui, ça, c'était rien ne lui faisait peur. Il était d'une détermination et d'une obstination. Et on dit que les Monégasques sont têtus. Le chef des Monégasques était très têtu. Et je pense que c'est grâce à ça, sa détermination et sa conviction. Et mon père était d'une justesse dans son discernement, dans sa manière d'aborder les choses. Il prenait toujours des décisions justes, que ce soit envers les gens ou envers les choses, mais surtout pour son pays. Le prince Albert, votre frère, a lancé une campagne ce week-end sur les réseaux sociaux, Strong Together, avec comme mots-clés l'unité, la solidarité, le courage, la patience. Ce sont aussi des valeurs que véhiculait votre papa? Je crois que c'est le fameux mot dans cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est la patience et l'altruisme. Je veux dire, là, il ne faut plus penser à soi, à son petit confort et se dire j'en ai marre d'être enfermé, mais il faut penser que en respectant des règles toutes simples, c'est quoi 6 semaines dans une vie? Si on peut sauver des vies, si on peut nous préserver, vivre une longue vie tranquille après ça, c'est quoi 6 semaines dans une vie, dans un appartement? Je veux dire, c'est rien quand on compte sur la totalité d'une vie, c'est rien pour préserver nos enfants, notre avenir, nos anciens, enfin. Et c'est un moment, je crois, où c'est bien de montrer que c'est ensemble qu'on peut combattre ce genre de choses, comme d'autres crises à travers les temps sur Monaco, c'est ensemble qu'on a pu être fort et être solide. Et je crois qu'encore plus maintenant, il faut être ensemble, il faut avoir cette unité nationale, et, aussi bien avec les résidents que les vrais Monégasques. Et je crois que c'est la manière de remercier tous les jours de la qualité de vie qu'on a ici. Pour la préserver comme elle est, il faut faire ces petits efforts et franchement, c'est pas grand-chose non plus. Alors c'est vrai, après tout, 6 semaines dans une vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 3 fois la traversée de l'Atlantique à bord du Malizia 2. Nous avons été en duplex cette semaine avec le skipper Boris Herrmann qui avait convoyé avec Pierre Casiraghi la militante écologiste Greta Thunberg jusqu'à New York. Un voyage en confinement à 5 dans un habitacle conçu au départ pour 2 personnes. Ce qu'on peut comparer un peu à la situation aujourd'hui avec le confinement, c'est qu'on avait un petit espace très réduit. Et c'est peut-être pour certaines dans l'audience qui sont dans l'espace réduit avec leur famille, les frères, les sœurs, et ça peut être stressant d'être tellement pas capable de s'éloigner de temps en temps, de prendre de l'air. Et
Donc sur le bateau, le meilleur conseil au début, c'était d'avoir des bonnes casques anti-bruit et un iPad avec des livres, avec des films, etc., ou des vrais livres, pour pouvoir s'échapper de temps en temps et se focaliser sur soi-même. Et on a eu tous cette habitude-là à bord, pendant le voyage avec Greta, et ça s'est très bien passé. Au début, je me rappelle, il y avait quand même des moments où c'était quand même un peu stressant pour tout le monde de pas savoir combien ça va durer, est-ce qu'on aura des tempêtes, il y a l'incertitude, et l'incertitude, c'est vraiment pas facile à gérer. C'est la même chose aujourd'hui avec le confinement. L'incertitude, combien de temps ça va durer, ça c'est très difficile à gérer. Et là, mon conseil, c'est juste de gérer jour à jour et de ne pas se projeter dans le futur. Voilà, le plus difficile à gérer, c'est l'incertitude. C'est aussi l'avis du ministre d'État, Serge Autel, qui a tenu, dans cette émission, un véritable discours de vérité. Concernant le dépistage à présent, donc le prince souverain l'a dit ici même dans cette émission, le gouvernement a procédé à des commandes massives. Est-ce qu'il va y avoir un dépistage massif ? Et on parle ici de tests sérologiques. Oui, absolument. Alors là aussi, les commandes sont passées depuis plusieurs semaines. C'est une priorité. Ces tests sérologiques nous permettront d'y voir un peu plus clair. Vous parliez des facteurs de réduction de l'incertitude. Les tests, comme les masques d'ailleurs, feront partie des éléments de réduction de cette incertitude. Nous avons passé les commandes, nous avons besoin de pouvoir disposer de machines qui soient certifiées et dont l'efficacité ou la sensibilité ne puissent pas être mises en cause. Vous avez vu la situation malheureuse du pays qu'on aime tous, qui est l'Espagne, où précisément parce que leurs tests n'étaient pas suffisamment efficaces, les derniers chiffres aujourd'hui sont 13 000 morts pour l'Espagne. Donc nous ne voulons pas être dans une situation où, parce qu'il faudrait tester à tout prix, nous achetons ou nous achèterions des processus de test ou des machines à tester qui ne soient pas à la hauteur des exigences sanitaires indispensables à ce recensement de la population. Économiquement, de nombreuses entreprises sont en difficulté, évidemment, avec ce confinement et les différentes mesures de fermeture qui ont été prises, et puis avec le ralentissement général de l'économie. Quel est, Serge Autel, aujourd'hui votre objectif ? Est-ce que vous visez le zéro faillite ou vous cherchez juste à limiter la casse autant que possible ? Nous avons à faire face à une situation sanitaire très difficile, potentiellement de plus en plus difficile. Et nous avons à faire face à une situation économique et sociale potentiellement de plus en plus difficile aussi. Ce que nous souhaitons, c'est que quand nous serons prêts à relancer la machine économique, eh bien, les acteurs essentiels de la principauté seront en état de le faire, seront en état de repartir dans le travail, seront en état de reprendre leur activité économique, c'est-à-dire, oui, effectivement, nous cherchons une situation de zéro faillite. Alors, je ne dis pas que nous y arriverons, on regardera tout cela au cas par cas, mais nous ne voudrions pas, à la sortie de cette crise, qu'il n'y ait plus, par exemple, de magasins ouverts aux métropoles ou de commerces ouverts dans telle ou telle partie de Monaco, parce qu'entre-temps, et en raison de cette épidémie, eh bien, les commerçants auraient été obligés de déclarer une faillite parce qu'ils n'auraient pas pu faire face à leurs dépenses. C'est aussi pour des raisons économiques que certains chantiers ont été maintenus ou réouverts en principauté dans des conditions sanitaires très strictes, comme nous l'a expliqué la ministre de l'Équipement, Marie-Pierre Gramaglia. Nous étions avec le ministre d'État dans cette émission hier soir qui nous a expliqué pourquoi certains chantiers étaient maintenus, voire rouverts. Avec vous, on va voir comment et dans quelles conditions ils sont rouverts. En termes de santé publique, quelles sont les mesures qui sont prises ? Alors en termes de santé publique, effectivement, nous avons pris des mesures
drastiques pour assurer la sécurité des chantiers. Alors, dès vendredi, il y aura un arrêté ministériel qui a été pris ce matin en Conseil de gouvernement et qui sera publié au journal officiel et qui va imposer certaines mesures. Ce sont des mesures qui se sont inspirées du guide de préconisation de sécurité sanitaire qui a été pris en France, mais qui a imposé d'autres mesures plus restrictives en plus. Alors, ces mesures, les mesures générales qui ont été prises, c'est bien sûr le port du masque, c'est bien sûr le respect de tous les gestes barrières. Et les mesures supplémentaires que la principauté de Monaco a souhaité prendre pour assurer la sécurité sur les chantiers, c'est la prise de température à l'entrée des chantiers de tout le personnel qui va rentrer sur un chantier. C'est l'interdiction de manger en dehors des chantiers, avec une disposition espacée lors du déjeuner. Ils ne doivent pas manger face à face, mais être décalés. C'est également l'interdiction d'avoir recours à du personnel qui nécessite un déplacement important, c'est-à-dire vraiment de prendre du personnel dans les alentours de la principauté de Monaco ou à Monaco même. Et une mesure qui est très importante, c'est la désignation obligatoire par le maître d'ouvrage d'un référent Covid-19 qui sera en charge de vérifier, d'assurer que les mesures ont bien été respectées et qui aura tout pouvoir pour faire arrêter le chantier. Il y a donc eu un arrêté ministériel pour les chantiers, mais il y a eu une loi adoptée aussi cette semaine pour la suspension des délais. Un point très important, comme nous l'a expliqué le directeur des services judiciaires, Robert Gély. La suspension des délais, ça consiste tout simplement à, pendant une certaine période, geler, les délais. Ceux qui ont expiré avant cette période, évidemment, on ne peut pas les réouvrir, ça c'est très clair. Par contre, ceux qui ont commencé avant cette période, ils sont suspendus pendant 2 mois pour l'instant, puisque c'est ce qui a été décidé, et ils vont reprendre à l'issue de ces 2 mois, et ils vont reprendre en l'état où ils étaient. Par exemple, si vous avez un délai de 30 jours pour faire une opération quelconque, ou un recours devant une juridiction, devant la cour d'appel par exemple, un appel, si le délai expirait le 6 avril, le délai de 30 jours, évidemment, on va remonter au 16 mars, le jour où c'est suspendu, et on va ensuite, à partir du 16 mai, refaire démarrer le délai, qui va donc expirer 20 jours plus tard, c'est-à-dire le 6 juin, au lieu du 6 avril. Une très grande partie de l'économie est au point mort et parmi les secteurs qui souffrent le plus, l'événementiel et le tourisme. Le président délégué de Monaco Check-in et de Monaco Top Voyage, Salim Zegdar, a dû annuler plusieurs manifestations telles que le salon Top Marque sans assurance pour couvrir ses pertes. Bien, l'assurance contre le Covid-19, il n'y en avait pas en fait. C'est une première. Imaginez s'il y a 6 mois de ça, ou ne serait-ce que 3 mois, je vous avais dit, on aurait fait un déjeuner ensemble et je vous avais dit, vous savez, dans 6 mois, ce qui va se passer, c'est l'arrêt total. Il y a un type qui va manger une chauve-souris en Chine et puis on va tout arrêter. C'est-à-dire qu'on va mettre le monde en pause, on va mettre l'économie à zéro et on va se retrouver dans une crise sanitaire comme jamais, où il n'y aura plus un avion, tous les pays auront fermé leurs frontières et tout le monde s'arrêtera de bosser. Vous m'auriez traité de fou. Les billets d'avion que nous avions, les compagnies proposent un remboursement ou un report. Mais même le remboursement, ils ont bloqué les remboursements immédiats. Ils les ont reportés à 3 mois parce qu'ils ont aussi des problèmes de trésorerie. Parce qu'il faut savoir que le monde aérien est à l'arrêt complet. Les compagnies sont au sol, ils ne sont plus en l'air. Comme chaque semaine, nous avons fait un point avec Benoît de Sévelinge, la directrice du CHPG. Et comme chaque semaine, elle nous a dit que la guerre était certes en cours, mais que les bombardements n'avaient toujours pas commencé à Monaco. C'est ça, on ne voit pas de pic épidémique venir, ça fait quelques semaines que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de signaux qui nous alertent. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une lente ascension, on est même sur une diminution, donc d'ici à dire qu'on a atteint le plateau, je ne voudrais pas m'avancer, mais c'est vrai que sur cette semaine, on est sur une diminution du nombre de patients hospitalisés et on commence donc à se préparer à la suite. C'est-à-dire retrouver une vie normale avec des patients qui seront contaminés Covid dans la vie courante. Pour bien comprendre votre message, vous êtes en train de dire que finalement, le pic épidémique
on ne le voit pas pour l'instant à Monaco. Donc vous vous préparez à pouvoir soigner les autres personnes, celles qui ne sont pas atteintes du Covid-19. Donc c'est a priori une très bonne nouvelle. En attendant, si on évite ce pic à ce stade, c'est parce que le confinement porte ses fruits, parce que la distanciation sociale porte ses fruits, mais il ne faut pas relâcher les efforts. Tout à fait. Tout à fait. C'est une grande chance que l'on a de passer au travers des catastrophes sanitaires que l'on peut voir à côté de nous. Et le confinement, le strict respect du confinement, y joue énormément. La préoccupation qu'on a là actuellement, c'est de se dire que les patients qui attendent déjà depuis un mois ne vont plus pouvoir attendre beaucoup, d'autant plus qu'on ne sait pas la durée qui va être celle de l'épidémie. On réfléchit, nous, vraiment en termes sanitaires. Sur le plan politique, il est évident que le confinement ne peut pas s'arrêter maintenant. Et justement, le gouvernement a annoncé vendredi une prolongation du confinement jusqu'au 3 mai inclus. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Alors j'avoue que le crâne d'œuf, je ne l'avais pas vu venir. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info.